voir le ministre pour plaider la cause de leurs enseignants en grève. C'est ce qu'exigeaient les élèves qui manifestaient ce matin à Ouagadougou. La sortie du secrétaire général n'a fait qu'exacerber la nervosité. La manifestation qui se voulait pacifique a dégénéré en affrontement entre policiers de la compagnie républicaine de sécurité et les élèves. Notre invité dans ce journal, c'est le commissaire principal Sanon Kalo Olivier, qui est le commissaire principal de police, commandant du groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou. Les chenilles, les criquets et bien d'autres insectes sont de plus en plus prisés. La FAO va jusqu'à recommander l'élevage de ces bestioles pour créer plus d'emplois et pour assurer la sécurité alimentaire. Et puis, au cours de ce journal, nous vous proposerons une excursion dans les coulisses de la RTB pour voir la chaîne complexe de confection du journal télévisé. Vous aurez donc une idée sur l'excellence de la télévision à quelques jours de la célébration des Galiens 2013. Voilà, messieurs, bienvenue aux actualités sur la RTB. Tout d'abord, le ZAI est désormais intégré dans le langage des politiques internationales de lutte contre la désertification comme une technique de récupération des terres qui fait ses preuves. Et c'est M. Luc Nyakadia qui a fait témoignage. Le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification était reçu en audience à la présidence du Faso. Il a salué les efforts du Burkina Faso en matière de récupération des terres dégradées. Écoutez-le sur ce sujet. Donc, il s'exprime au micro de Nyarkiteda. Le ZAI est devenu un mot utilisé, y compris par les experts, comme un des exemples des actions possibles pour éviter la dégradation, restaurer les terres dégradées. Donc j'ai eu l'occasion de mettre cela en exergue et porter devant lui 3 suggestions. La première, c'est que dans le débat en cours pour convenir de ce que l'on a appelé les objectifs de développement durable, que le Burkina Faso porte le flambeau de l'agenda des terres. La deuxième suggestion que j'ai faite au président de la République a été en particulier pour ce qu'on a appelé l'agenda de développement post-2015. Qu'est-ce qui va venir après les objectifs de développement du millénaire? Eh bien, j'ai souhaité que le plaidoyer africain, porté aussi par le Burkina Faso, soit que, après 2015, vu que réduire la pauvreté restera un défi, assurer la sécurité alimentaire, énergétique et de l'eau resteront aussi un défi, que la communauté internationale s'accorde pour investir davantage pour améliorer les conditions de productivité du capital des pauvres. Et quel est le capital des pauvres? Ce sont les terres. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Investir pour améliorer leur productivité. Et troisièmement, en septembre prochain, aura lieu la 11e session de la conférence des parties à la Convention sur la lutte contre la désertification. Elle aura lieu du 16 au 27 septembre à Windhoek, en Namibie. Le Burkina Faso préside le groupe africain dans le cadre de ce processus-là. Et j'ai souhaité que, précisément pour préparer cette conférence des parties, que le président de la République accepte d'organiser ici à Ouaga, en fin août, probablement, donc une réunion africaine sur la question. Le président du Faso qui prend l'avion demain pour Bruxelles, selon un communiqué de la présidence du Faso, au siège de l'Union européenne, Blaise Compaoré prendra part à une conférence internationale de haut niveau pour le soutien et le développement du Mali le 15 mai prochain, co-présidée par la France et l'Union européenne. Cette conférence des donateurs vise à fédérer et à coordonner l'appui au développement du Mali pour la période 2013-2014 et à dégager les priorités d'action pour les Maliens et la communauté internationale. La conférence de Bruxelles permettra au Burkina Faso, dont le président Compaoré est médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, de faire part à l'ensemble des acteurs locaux et internationaux engagés au Mali de sa vision d'une sortie de crise définitive et sur l'amorce d'un dialogue socio-économique inclusif au Mali. Des élèves de la ville de Ouagadougou et des éléments de la compagnie républicaine de sécurité se sont violemment affrontés ce matin devant le lycée Zenda Kaboré et ses environs. Les hostilités se sont poursuivies jusqu'aux environs de 12h30. Tout est parti d'une demande d'audience auprès du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs. Les manifestants n'ont pas visiblement supporté d'être reçus par le secrétaire général en lieu et place du ministre. C'est le couac qui a dégénéré
en course-poursuite entre policiers et élèves ce matin. Le reportage de Moumouni Soubeiga. Des pierres contre des gaz lacrymogènes, des barricades, des incendies, des pneus, ça et là, la scène se passe devant le lycée Philippe Zenda Kaboré de Ouagadougou. Face aux éléments de la CRS, des élèves des établissements secondaires. Tout serait parti d'une audience que les élèves ont sollicité auprès du ministre des enseignements secondaires et supérieurs et qui a tourné en une scène d'affrontement. Les élèves sont venus au niveau de l'immeuble de l'éducation ce matin. Je suis descendu avec un certain nombre de collaborateurs. La sécurité a demandé à ce que je puisse m'adresser à eux. Mais les élèves ont répondu à la sécurité qu'ils souhaitaient la présence de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre était ce matin en conseil de cabinet, se faisant attendre. Les élèves ont commencé à jeter des pierres sur le domaine du ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Face à cette situation, le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires et supérieurs appelle tous les acteurs au dialogue pour sauver l'année scolaire. Je voudrais dire aux parents d'élèves, aux enseignants et aux élèves que le ministère des enseignements secondaires et supérieurs souhaite que l'année scolaire 2012-2013 s'achève dans de bonnes conditions. Et pour cela, Monsieur le ministre souhaite qu'il y ait un esprit de dialogue avec toutes les instances. Selon un élève qui a préféré garder l'anonymat, il souhaitait rencontrer le ministre pour solliciter une satisfaction rapide de la plateforme revendicative de leurs enseignants en Grèce. C'est aux environs de 12h30 que les éléments de la CRS ont pu rétablir l'ordre. À la suite des troubles de ce matin, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a rencontré les responsables des établissements secondaires de la ville de Ouagadougou. Les enseignants que les élèves soutiennent à travers des manifestations seront reçus demain par leur ministre de tutelle. Le professeur Moussa Ouattara donne des précisions au micro de Adama Koulibaly. Nous avons souhaité rencontrer l'ensemble des chefs d'établissement secondaire de la ville de Ouagadougou parce que ce matin, la ville de Ouagadougou a connu une situation de manifestation des élèves que nous regrettons. Donc nous avons souhaité les recevoir pour partager les informations avec eux, surtout leur dire que le gouvernement travaille puisque tout tourne autour, semble-t-il en tout cas, du préavis de grève donc, du couple SNES-F-Santé. Donc nous leur avons dit que le gouvernement travaille effectivement à rencontrer les syndicats et cette rencontre est prévue pour demain. Et nous regrettons vraiment ce qui a pu se passer avec la course-poursuite au niveau des forces de l'ordre et nous souhaitons que tous les chefs d'établissement, et y compris tous les parents d'élèves, y compris même les syndicats qui ont déposé effectivement leur plateforme, que chacun de nous travaille en ce qui le concerne à ce que les enfants restent en classe pour s'occuper de la préparation de leur examen. Nous avons saisi l'occasion pour informer tous les chefs d'établissement qu'un nouvel arrêté effectivement a été signé pour rendre légal le retrait de la notion donc des sujets uniques. Donc il n'y aura pas de sujet unique. Nous avons souhaité que les chefs d'établissement l'affichent. Nous avons donné instruction à ce que le texte qui a été signé ce matin même soit diffusé au niveau de toutes les régions pour que les différents candidats soient rassurés qu'ils passeront des examens dans les conditions dans lesquelles ils ont été préparés à passer effectivement ces examens-là. Nous retrouvons notre invité sur ce plateau. Il s'agit du commissaire principal de police, Sanon Kalo Olivier, commandant le groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tambion. C'était une journée rude et difficile pour vous? Plus ou moins.
Oui, des rumeurs. D'abord, quel bilan peut-on faire de cette journée? Des rumeurs font état de blessés et même de morts. Alors, merci pour l'occasion que vous m'offrez en profitant justement de votre antenne pour apporter des éléments de précision par rapport à notre action de ce matin. C'est vrai, il y a eu des échauffourées entre forces de l'ordre et élèves, mais les forces de l'ordre ont agi avec professionnalisme, malgré justement les jets de pierre j'enregistrais. Il n'y a pas eu de débordement. Au final, ce que nous pouvons tirer comme bilan, c'est que par rapport aux rumeurs qui circulent pour dire qu'il y a eu des blessés et même des pertes en vie humaine, il n'en est rien. Et là, je me permets ici de faire ce démenti de façon formelle pour dire qu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, il n'y a pas eu de blessés graves. Et d'où partent ces rumeurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, ce que nous pouvons établir comme bilan, c'est que du côté des élèves, des manifestants notamment, il y a eu quand même un blessé léger et quelques autres justement qui n'ont pas pu supporter certainement les gaz et qui ont été certainement admis à l'hôpital à l'entremise des sapeurs-pompiers. Autrement dit, il n'y a pas eu de perte en vie, mais il ne pouvait même pas avoir perte en vie humaine. Pourquoi? Parce que les moyens utilisés n'étaient pas des moyens de nature à donner la mort à quelqu'un. Par contre, du côté des forces de l'ordre, nous avions enregistré des blessés. On a enregistré beaucoup de cas de blessés et des blessés légers aussi. Et le matériel. Nous avons enregistré des dégâts de matériel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous interveniez? Alors, vous savez que l'une des missions principales de la police est d'assurer la protection des personnes et des biens. Alors, nous étions dans ce contexte-là, lorsque nous avons été saisis du fait qu'il y avait un mouvement d'élèves qui convergeait justement vers leur ministère de tutelle. Et nous nous sommes dépêchés sur place et nous avons mis en place un dispositif justement pour protéger cet édifice. Et dans le même temps, essayer d'établir un contact entre les manifestants et les responsables du ministère de l'Enseignement. Malheureusement, lorsque les manifestants sont arrivés, ils ont dans un premier temps essayé de forcer le barrage. Ils n'ont pas réussi, nous les avons calmés et nous avons demandé à ce qu'ils désignent des responsables pour que nous puissions les mettre en contact avec les responsables du ministère. Ils n'ont pas accepté. Nous sommes allés voir le secrétaire général parce que le ministre n'était pas disponible. Le secrétaire général a bien voulu venir s'adresser à eux. Mais malheureusement, il n'a pas pu les rencontrer. Parce que quand il est sorti, il a été accueilli déjà par des jets de pierre et il était obligé de repartir. Et en ce moment-là, devant la forte pression et les cailloux qui pleuvaient sur les forces de l'ordre, ils étaient obligés d'intervenir pour les dégager. Et lorsque les manifestants se sont retirés par l'intervention des forces de l'ordre, ils se sont retrouvés au lycée Philippe Zender Kabori, où ils ont barricadé la voie avec des tables-bancs qu'ils ont sortis de l'établissement, avec des pneus, et qu'ils brûlaient. Il était tout à fait normal qu'on arrête cela. Donc nous sommes intervenus encore une deuxième fois pour dégager la voie. Est-ce que vous vous attendez pour les jours à venir à une suite de ces manifestations, une poursuite de ces manifestations? Bon, je ne peux pas vous répondre à cette question. Moi, je ne suis pas manifestant. C'est les manifestants seulement qui savent s'ils vont arrêter ou pas. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'ils arrêtent parce que c'est assez regrettable. Nous ne souhaitons pas voir nos enfants dans les rues en train de... Enfin, voir une course-poursuite entre parents d'élèves et élèves, puisque nous-mêmes, nous sommes des parents d'élèves. Alors, je voudrais profiter aussi de donner une autre précision par rapport justement à l'intervention. Je crois qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent que les forces de l'ordre qui interviennent sur le terrain sont aussi des parents d'élèves. Donc, je ne vois pas celui-là qui va se permettre d'utiliser des moyens non conventionnels, notamment des armes de guerre, pour, en tout cas, mettre fin au jour d'un élève. Ça n'existe pas. De plus, le matériel conventionnel de maintien de l'ordre, et c'est ce que nous utilisons. Il n'y a pas d'arme qui soit susceptible d'être arme de guerre ou
un objet pouvant donner la mort à quelqu'un. Merci, mon commissaire, monsieur le commissaire principal de police, commandant du groupement de compagnie républicaine de sécurité de Ouagadougou. Le chef de file de l'opposition rend visite au Conseil supérieur de la communication, une excursion dans le sein des seins de la régulation médiatique au Burkina pour en comprendre la complexité et les questionnements qui se posent et pour échanger sur les conditions de travail des journalistes. À l'issue de cette visite, chez Béatrice Damiba, Zéphirin Diabré formule un appel aux citoyens à plus de tolérance et de compréhension à l'endroit des médias. Wendata Nathalie Kaori. Le chef de file de l'opposition poursuit la série de visites qu'il a entamées ces derniers temps auprès des institutions. Ce lundi matin, c'est dans une ambiance détendue et sans détour qu'il a échangé avec la présidente du Conseil supérieur de la communication et son équipe. Les raisons de cette visite vont au-delà de la simple courtoisie. D'abord pour lui présenter la nouvelle équipe qui dirige le chef de file de l'opposition, mais surtout pour lui dire de vive voix toute notre haute appréciation du travail qu'elle accomplit à la tête de l'institution, lui apporter notre soutien pour la réussite de sa mission. La présidente du CSC a bien accueilli cette initiative de la part d'une personnalité qui connaît très bien les missions du CSC, mais aussi les difficultés auxquelles l'organe de régulation est confronté. En posant les questions, il m'a aidé presque à apporter les réponses. Ce qui veut dire qu'il connaît très bien l'institution et nous avons souhaité ensemble, en tout cas rester en contact, rester disponibles l'un et l'autre pour mieux développer les rapports qui existent déjà entre nos deux institutions. La diffusion de programmes non adaptés au public jeune, la formation et la spécialisation des journalistes, l'équilibre de l'information dans les médias publics, voici autant de questions que les deux personnalités ont évoquées lors des échanges. Elles ont aussi déploré les actes d'intolérance et même de violence qui sont souvent perpétrés contre les journalistes, d'où cet appel du chef de file. Les journalistes sont des citoyens comme nous tous qui font leur travail. Il faut faire en sorte que ce travail-là puisse continuer dans la sérénité et ne pas les soumettre à des tensions ni à des violences. Donc je lance vraiment un appel, notamment à tous les jeunes dans les quartiers périphériques là, d'éviter, quelle que soit leur colère et leur frustration, d'éviter de s'en prendre aux journalistes. Béatrice Damiba a saisi cette opportunité pour expliquer à son visiteur que les journalistes travaillent dans un contexte de précarité et sont très souvent influencés par les pouvoirs politiques, économiques et même religieux, d'où ce sentiment d'insuffisance de professionnalisme. Mais elle a rassuré que les recommandations faites seront prises en compte pour plus de professionnalisme dans les médias. À ce titre, des sessions de formation de journalistes devront se tenir très prochainement. Plus que 4 jours et on va célébrer l'excellence des médias avec les Galiens 2013. Après vous avoir introduit dans l'univers de la presse en ligne le 3 mai dernier, nos reporters vous ouvrent aujourd'hui les coulisses de la fabrication du journal télévisé à la régie diffusion en passant par la conférence de rédaction, une excursion dans le quotidien des agents de la télévision signée de Karim Namono. Chaque jour que Dieu fait, les équipes de reportage se déploient sur le terrain à la collecte de l'information. Sur son lieu de reportage, Nathalie Kaoré prend des notes. Les échanges entre le maire de la ville de Ouagadougou et le chef de file de l'opposition ont un intérêt certain. Tout ce qui se dit est donc important. D'une salle en plein air, l'enjeu demeure le même, capter des images, car la télévision, c'est l'image. Ici, Souleymane Sanou est en pleine chasse. La capture des images. Sous un soleil de plomb, il partage presque les mêmes réalités avec ceux qu'il filme. Sur ses pas, ses 3 coéquipières. Elles observent, elles questionnent et elles notent toute information utile et nécessaire pour produire un reportage. Claudine Bikaba et ses 2 consoeurs le font à chaque sortie. Nathalie Kaoré rejoint la base après la couverture d'un événement. Elle s'empresse de visionner les images rapportées. Après quoi, elle passe à la prochaine étape, rédiger avec à l'esprit, servir d'abord les intérêts des téléspectateurs. Quand je suis sur le terrain, je me dis s'il était là, voilà ce qu'il aurait souhaité apprendre. Donc, c'est cette information que je vais rechercher pour aller mettre à sa disposition. Après la rédaction, il faut passer au montage, une responsabilité qui incombe à plusieurs monteurs,
dont Aline Kéré. Elle s'applique à la tâche en étroite collaboration avec la journaliste. La charpente du reportage est bâtie ici. Pour le journal, il y a une grande pression. Il faut être à temps pour le 13h. Le téléspectateur, lui, il s'attend à voir son journal à l'heure. Parallèlement au montage du reportage, le présentateur du jour est en échange avec la cheville ouvrière du journal télévisé, le chef d'édition Lazare Pouya, représentant du rédacteur en chef. Il procède au choix des reportages qui seront diffusés aux 13h15. La chefferie d'édition, comme vous le savez, elle n'est pas facile. C'est quelqu'un qui est en interface avec les responsables de l'organe, avec le présentateur, avec le réalisateur et avec tous les éléments de la chaîne, y compris le monteur, les journalistes. Ensuite, il faut aussi aller voir au niveau de la régie d'antenne, tous ceux qui travaillent là-bas, les aspects techniques là-bas, pour voir si tout est prêt. Plus on avance vers le 13h15, plus il y a de la tension. Les salles de montage sont prises d'assaut. Il faut parer au plus pressé, aligner les reportages sur la table de montage. Tout repose donc sur les épaules du chef d'édition qui veille au grain. Mais la tension baisse à la sortie des éléments. Le présentateur du jour, Fousseni Kindo, se prépare à passer à l'écran. Il s'installe sur le plateau après son maquillage. L'équipe de réalisation, elle, occupe la régie. La réalisatrice Sénéfa Koulibaly, avec à ses côtés l'ingénieur de son, la secrétaire de saisie et le diffuseur prennent les choses en main. Silence absolu, l'attention est soutenue. Le 13h15 commence. Le lendemain, changement de décor, nous sommes ici en conférence de rédaction. Et c'est l'heure des critiques des reportages diffusés la veille. On passe au crible aussi bien la prestation du présentateur, les images du caméraman que la réalisation du journal télévisé. Cette dernière étape est aussi le début d'une autre, la préparation d'une nouvelle journée de reportage. Au service des informations et des reportages, les jours se suivent et se ressemblent. Ainsi va la vie à la télévision nationale. Tout autre chose à présent, les huiles alimentaires et la farine produite sur le territoire burkinabé doivent être enrichies avant d'être livrées à la consommation. C'est une prescription d'un arrêté interministériel qui s'impose à toutes les huileries et minoteries. Avant l'application rigoureuse du texte, l'Agence pour la promotion de l'exportation passe d'abord par une phase de sensibilisation. De Bobo Dioulasso, le reportage de Rokia Sanou. La situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso est peu reluisante, avec des conséquences sur les personnes les plus vulnérables de la société. 7% de femmes enceintes développent une cécité nocturne et 46% des enfants de moins de 6 ans présentent des signes subcliniques d'une carence en vitamines et sels minéraux selon des études menées entre 2003 et 2004. Pour minimiser ces carences, un arrêté interministériel pris en octobre 2012 rend obligatoire l'enrichissement des huiles alimentaires et de la farine de blé tendre. Ces acteurs du secteur des huiles sont ici pour en savoir plus sur cet arrêté et son application. Ces huiles-là sont enrichies en vitamine A et la farine de blé tendre est enrichie en fer et en acide folique. Une norme a un caractère volontaire. Mais lorsqu'elle vise à protéger la santé des personnes, des animaux ou à préserver l'environnement, les autorités peuvent les rendre d'application obligatoire. En cas de non-respect, la sanction peut aller de la fermeture temporaire à la fermeture définitive après une mise à demeure de la structure en cause. Je crois que l'atelier vient à point nommé, surtout à Burkina Faso. La question des aliments enrichis est une question consommateur. Il s'agit ici de faire en sorte que les consommateurs qui payent pour un produit donné, un aliment donné, il faudrait que cet aliment renferme toutes les qualités requises par les normes. Cet atelier d'information et de sensibilisation vise l'application effective de l'arrêté interministériel en question. Dans cette quête, l'Agence pour la promotion de l'exportation Apex Burkina a à ses côtés la Fondation Hélène Keller International, le programme USAID et l'ambassade de la Chine-Taïwan au Burkina Faso.
Les services de la police nationale de Bobo-Dioulasso ont réussi à mettre la main sur les présumés assassins d'un vigile à Niangoloko. Les prévenus avaient emporté une somme de près de 18 millions de francs CFA après avoir assommé le vigile qui gardait les lieux. Les services de sécurité ont présenté à la presse les présumés assassins avant qu'ils ne soient présentés au juge. La direction régionale de la police des Hauts-Bassins a saisi l'occasion pour présenter également d'autres hauts faits des agents de police. Momouni Baro. Coup de filet réussi par les agents de la police nationale. Parmi ces présumés malfrats arrêtés figurent les assassins de Soma Adjouma, précédemment vigile à l'agence Telmob de Niangoloko. 48 heures auront suffi au service de police de Bobo-Dioulasso d'investiguer et procéder à l'arrestation des agresseurs de l'infortuné, des présumés bandits qui, dans leur forfait, ont emporté des cartes de recharge d'une valeur de 8 780 000 francs CFA et des téléphones portables dont une partie du butin a été retrouvée. Deux autres affaires ont également été élucidées par les services de police de Bobo-Dioulasso. Il s'agit du démantèlement d'un réseau de trafiquants de produits pharmaceutiques prohibés et de l'arrestation des présumés auteurs du vol de près de 18 millions de francs CFA. Le 25 avril 2013, les SRPJ recevaient une plainte contre un inconnu pour vol de la somme susmentionnée au président de Koulibaly Issa, de nationalité ivoirienne, employé du bureau Veritas. C'est une agence ivoirienne, mais qui a sa représentation à Bobo. Et il est brutalement décédé des suites de crise à 4 h du matin au CHU de Bobo-Dioulasso. Après le décès, sa famille a constaté la disparition de cette somme d'argent qu'elle savait en sa possession. Une prompte réaction du SRPJ Bobo a permis de mettre la main le 27 mai 2013 sur les nommés SK et CA, proches du défunt et présumés auteurs du vol. De même que la somme de 16 880 000 francs qui était déjà camouflée en lieu sûr. La procédure étant bouclée, les deux mis en cause, qui ne sont autres que le garçon de ménage de la victime et bien sûr sa copine, ont été déférés au parquet le 3 mai 2013. Le directeur régional de la police nationale des Hauts-Bassins salue et encourage la collaboration de la population sans laquelle toutes ces affaires n'auraient pas connu de dénouement dans un bref délai. Il lance par ailleurs un appel à cette même population de signaler tout mouvement suspect au numéro vert 17. Le 26 avril dernier, un véhicule a été volé à la mosquée de Diaradougou à Bobo-Dioulasso alors que le propriétaire du dit véhicule était en prière. Le présumé auteur du vol serait Aïdara Eliman. Il a été appréhendé hors de nos frontières, plus précisément à Kouri, en territoire malien. Les gendarmes de Bobo-Dioulasso ont voulu comprendre le mode opératoire utilisé par le voleur présumé. Une reconstitution suivie pour vous par Wenyam Achille Kaboré. Bobo-Dioulasso a réalisé son premier cas de vol de véhicule. Cette Mercedes de série D190 a été retrouvée à Kouri, en République du Mali, le jour même de son vol, alors que son propriétaire, Adama Porgo, accomplissait sa prière de vendredi, ici, à la mosquée de Diaradougou. Il avait pourtant pris le soin d'enlever la clé, de verrouiller le véhicule avant d'activer l'alarme silencieuse. Quand j'ai fini la prière vers 13h10, je n'ai pas vu ma voiture. Immédiatement, je suis allé à la gendarmerie faire la déclaration. Et le lendemain, la gendarmerie de Faramana m'apprenait qu'elle avait de nouvelles de ma voiture au Mali. On m'a appelé, je suis allé avec eux au Mali, trouver qu'effectivement c'était ma voiture. Je pense que celui qui a fait ça avait des clés. Aussitôt saisi, la brigade de recherche de gendarmerie de Bobo a alerté toutes les brigades de gendarmerie frontalières avec la République du Mali et le soir même, les résultats étaient concluants. C'est le résultat de cette collaboration qui a permis la découverte du véhicule de M. Porgo, Adama, et l'arrestation du présumé auteur, le sieur Iliman Aïdara,
Et en s'appuyant sur cette bonne collaboration entre les brigades frontalières du Burkina et du Mali, l'adjudant-chef Traoré promet des jours périlleux à ces divorcés sociaux. En établissant les faits, la gendarmerie pense à l'existence d'une possible association de malfaiteurs agissant en coordination, d'où quelques consignes à respecter afin d'éviter des cas similaires. Il est recommandé dorénavant aux conducteurs de véhicules de prendre le soin de retirer les clés de contact, de verrouiller hermétiquement les portières du véhicule et de garer le véhicule en stationnement mais sous surveillance. En attendant de mettre la main sur toute la bande, le sort du Malien Aïdara Iliman, présumé auteur, est dans les mains de la justice de son pays. Nous ouvrons à présent la chronique des installations des maires. Joanie Ouedraogo du Congrès pour la démocratie et le progrès s'installe comme maire de l'arrondissement numéro 8 de Ouagadougou. Il s'est engagé devant ses concitoyens à répondre aux attentes légitimes des populations. Le reportage de Wendata Nathalie Kawori. C'est avec cet homme qui avance pour les rituels de son investiture que les populations de l'arrondissement 8 de Ouagadougou ont décidé de poursuivre l'aventure de la décentralisation. Après l'installation, le voici avec les 12 autres membres du conseil d'arrondissement. Le nouveau maire dit être conscient des domaines prioritaires que le conseil d'arrondissement est appelé à prendre à bras le corps. Tout est prioritaire dans notre arrondissement. Nous avons besoin donc des infrastructures routières, des infrastructures scolaires et sanitaires. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Nous avons besoin donc de l'accompagnement du conseil municipal et de la population pour donc relever les défis. La poursuite des attributions des parcelles entamées par les ex-mairies de Boulmigou et de Signonguin est également un défi que le nouveau maire s'engage à relever. Je suis un fils de ce terroir et je suis persuadé que nous allons en tout cas travailler de telle sorte que la population en tout cas trouve sa confiance en nous. Avec une population estimée à 73 500 habitants, l'arrondissement numéro 8 se compose des secteurs 34, 35 et 36 de la ville de Ouagadougou. Le conseil municipal de cette entité territoriale est constitué de 10 conseillers du CDP, 2 de l'UPC et 1 de l'UNURPS. Le maire, qui est issu du CDP, a invité l'ensemble des conseillers à transcender leurs états d'âme et à se mobiliser pour répondre efficacement aux attentes de la population de cet arrondissement. À Nandiala, le nouveau maire s'appelle Faustin Zongo. Il a été installé le samedi 11 mai dernier. Il dit placer son mandat sous le signe du renforcement de l'unité pour relever les défis du développement. La bataille pour l'eau potable est la plus grande du projet de Faustin Zongo pour sa commune. Reportage Nyarkiteda. Ce sont ces hommes et femmes qui vont conduire le navire de développement de la commune de Nandiala. C'est à 25 km de Koudougou, dans la région du centre-ouest. Ils auront comme capitaine de bord Faustin Zongo, installé officiellement dans ses fonctions par le secrétaire général de la province du Boulkiemde, devant une assistance de grand jour. Une assistance à qui il a promis se battre avec son équipe pour lui offrir de l'eau potable et un cadre de concertation pour la jeunesse. Nous allons d'abord nous préoccuper aux jeunes, parce que c'est vraiment le nerf moteur du développement. Le défi le plus ardent que j'ai dans ma petite poitrine, c'est d'offrir à Nandiala un château d'eau, surtout le centre. Nous souffrons beaucoup et nous souffrons pour le manque d'eau. Dans la commune de Nandiala, beaucoup d'efforts ont été fournis dans les domaines de l'éducation et de la santé, rapprochant ainsi les populations des services sociaux de base à le maire sortant. Il a cependant regretté la non-cohésion des acteurs de la commune, toute chose qui n'a pas permis véritablement à Nandiala de décoller. C'est pourquoi tous les intervenants à la cérémonie d'installation du nouveau maire ont appelé de tous leurs vœux les filles et fils à l'union et à la concorde. Au-delà de sa formation politique, au-delà des clans que nous pouvons supposer, il faut qu'il soit le maire de tous. C'est à cette condition-là qu'il peut réussir sa mission. Pour ce qui concerne le cas particulier de Nandiala, certains problèmes sociaux, culturels persistent au niveau du village qui font que, et qui se dépeignent, j'allais dire, au niveau donc du conseil municipal. Nous souhaitons, à ce grand jour où le maire lui-même, en tant que forgeron, a demandé pardon
a demandé que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour le développement de la ville. Nous nous situons donc dans ce sillage-là. La commune de Nandiala compte 11 villages et une population estimée à environ 23 000 habitants. Des habitants qui font leur espoir sur les 22 conseillers de la commune, des conseillers issus du CDP, de l'ADFRDA et de l'UNDD. À Kuala, dans la Nyanya, l'installation du maire a mobilisé également une foule de grands jours. Le 9 mai dernier, Fidel Djingri Diabouga a décliné les grands projets qu'il nourrit pour la commune de Kuala. L'électrification, la lutte contre l'insécurité, le désenclavement sont entre autres les grands défis pour le développement de la localité de Nyanya. Le reportage est signé de C. Sylvestre Da. Ainsi investi officiellement maire par le haut-commissaire de la province de la Nyanya, Fidel Djingri Diabouga, le choix des populations de la commune de Kuala détient désormais les clés de la ville pour les 5 ans à venir. Il succède à Dialoga Diawari et son mandat, le nouveau maire le place sous les signes du changement, de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Nous allons travailler à améliorer non seulement le taux de scolarisation, surtout des jeunes filles, et de leur maintien. Au niveau de la santé également, il y a un gros problème de santé. Les distances entre villages pour retrouver un CSPS, ces distances sont longues. Nous devons donc travailler à réduire cela. Nous allons accélérer notre processus de lotissement. La question de la sécurité également, je l'ai parlé. C'est une question très primordiale pour nous. On ne peut pas se déplacer d'un village à l'autre. Ça veut dire qu'il y a un problème même d'échange. Donc il faut travailler à sécuriser et les biens et les personnes. Pour réussir dans leur mission, Fidel Diabouga et son nouveau conseil municipal également installé au cours de cette cérémonie comptent sur une implication active des populations. Le conseil compte également sur l'accompagnement de l'État, des partenaires au développement, des ressortissants et des nombreux opérateurs de la commune pour une mise en œuvre efficace et efficiente du plan communal de développement de Monsieur le maire. Nous sommes au Niger en tant que commerçants et ce dont nous avons besoin, on a besoin seulement d'une ligne de conduite que les autorités vont tracer, de sorte que l'on puisse injecter ce que l'on gagne ailleurs pour le développement de notre commune. Fidel Diabouga, issu du Congrès pour la démocratie et le progrès, présidera un conseil municipal de 78 membres avec une majorité d'élus de son parti. Le conseil compte aussi des élus locaux de l'ADF-RDA et de l'UPC. Les défis à relever étant énormes, le nouveau maire en appelle à une unité dans l'action de tous les membres du conseil municipal afin qu'à l'heure du bilan, les réalisations soient à la hauteur de la confiance placée en eux par les populations de la commune de Kuala. Le FESCUDES met un coup de projecteur sur Safané, une commune de la boucle du Boun. Le FESCUDES, c'est le festival pour la promotion des valeurs culturelles traditionnelles organisé par l'association des jeunes alphabétisés de Safané. Amadou Lougué et Rokia Sanou ont pris part le jeudi dernier à la première édition du festival. Reportage. Safané vit depuis ce matin au rythme des festivités culturelles et cela à la faveur du Festival de la culture et du développement de Safané FESCUDES. Premier du genre, il vise à mieux faire connaître aux jeunes générations les valeurs traditionnelles d'Afin. On a vu que la génération actuelle a tendance à oublier beaucoup de choses de leur propre culture et ils s'intéressent plus à la culture moderne, surtout la culture européenne. Placé sous le thème culture et éducation pour un développement durable, ce festival a réuni les fils et filles de la localité autour d'un même idéal, la pérennisation des valeurs culturelles. C'est assez important parce que là tout le monde se retrouve. Parce que c'est une question de magnifier la culture, magnifier en tout cas l'art de la commune de Safané, faire en sorte que les potentiels culturels soient mis en évidence. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a cette mobilisation des populations. Nous adhérons fortement à ce projet et le souhait que nous avons exprimé, c'est que l'édition puisse se perpétuer et que nous ayons en tout cas d'année en année des festivals beaucoup plus réussis et beaucoup plus rassembleurs. Je connais la localité, mais au moment où on m'a découvert ici, on se poursuivait dans les champs, la crise cotonnière. Et aujourd'hui, je me sens fortement heureux d'être ici pour ce grand événement qui participe du développement de la localité de Safané et partant de l'ensemble de la région de la boucle du monde. Ce fut l'occasion pour les festivaliers de découvrir le riche patrimoine artistique du pays d'Afin à travers cette exposition. Les initiateurs de ce festival ne comptent pas s'arrêter là. Ils ambitionnent faire de la culture une véritable industrie au service du développement local.
Quelle place occupent les insectes dans notre bol alimentaire? À l'image du Burkina Faso où les chenilles sont de plus en plus prisées, dans la plupart des pays à travers le monde, la consommation des insectes est ancrée dans les habitudes alimentaires. En témoigne le développement de l'activité de commercialisation des criquets. Aujourd'hui, la FAO, convaincue de la valeur nutritive de ces bestioles, recommande leur élevage pour créer plus d'emplois et assurer la sécurité alimentaire. Bien frétillantes. Dans quelques secondes, ces larves qui dansent au bord du sandwich vont faire le bonheur de ce gourmet congolais, un amateur convaincu. Manger des insectes, ça nourrit le corps. Ce n'est pas gras. Ça ne nuit pas au corps. Si un être humain en mange régulièrement, il a peu de risque de tomber malade. Il n'est pas le seul à les apprécier. Dans la moitié des pays du monde, manger des insectes est ancré dans les habitudes. Avec 1 millier d'espèces comestibles, c'est un vaste choix qui s'offre aux consommateurs. Ici, en Afrique centrale, on ramasse des criquets, ça nourrit la famille, c'est aussi un revenu supplémentaire. Quand on n'a pas encore la récolte des champs, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on en mange et ce qui reste, on le vend. Ça nous aide. Passer de la collecte à l'élevage, c'est ce que recommande la FAO. L'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture en est convaincue. Les insectes, c'est l'avenir de notre assiette. Peut-être la solution pour nourrir une population de plus en plus nombreuse sans aggraver la déforestation. Il suffit de 2 kilos de végétaux pour produire 1 kilo d'insectes. C'est 3 fois moins que pour 1 kilo de viande de bœuf. Pourtant, les élevages sont encore rares. L'élevage, ça permet de préserver les populations d'insectes sauvages et puis ça crée des emplois tout en assurant la sécurité alimentaire. C'est très nourrissant pour le bétail, comme pour les humains. Convaincre les pays développés de consommer ces petites bêtes, c'est le défi de la FAO qui, à chacune de ses conférences, martèle le même message, élever et manger des insectes. Les amateurs vantent leurs bons petits goûts de noisettes, mais le tabou est bien là. En Europe, la barrière psychologique a du mal à tomber. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la RTV.